Got gun, Hulk left slot, Dixie left, T left, Mercedes, wide chip, Ricky, Fever left, 75, Katie, Omaha. Quick, go ahead. Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah! Goal line. Touchdown. 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 Hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 842 du podcast Jeune Actu. Mathé, très heureux de vous accueillir pour débriefer la dernière semaine de la saison régulière 2024. À mes côtés, Raphaël Masmejean, bonjour. Salut Alain, salut à tous. Lucas Vola est également là, bonjour Lucas. Je vois que Raph m'a pas spoilé, merci Raph. Salut Raph, salut Alain, salut à tous. Très bien, bonjour messieurs. On va parler de coach viré aujourd'hui dans le menu principal, on va parler de remplaçants, d'indices pour les playoffs, de perspectives pour la saison prochaine. Toujours une drôle d'émission, la semaine 18, c'est pas dense dans le jeu, mais en même temps c'est dense sans chose à dire. Bien, on est sur un entre-deux un peu Lucas. Ouais, d'autant que je le disais un peu sur la preview la semaine dernière, c'est la dernière fois qu'on voit jouer une majeure partie des équipes avant 8 mois, donc c'est vrai que même si la plupart ne donnaient pas grand-chose, c'est vrai que c'est toujours un peu particulier comme semaine. Ouais. C'est vrai que 18 équipes en vacances désormais, on va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé et on va commencer, une fois n'est pas coutume, avec le jingle news, puisque les coachs sont virés. Live from Studio 3C and Rockefeller Center. This is Today in New York. On commence donc par le Black Monday qui n'a pas été très chargé cette année, seulement 2 coachs virés, ça s'est fait en plus très rapidement pour Jerod Mayo parce que je pense que les joueurs n'étaient pas encore douchés quasiment quand le communiqué est parti, qui a été viré par les Patriots, et Doug Peterson le lendemain par les Jaguars, c'était sur le coup de je crois de 14 heures et des poussières en France, et donc on n'a eu aucun licenciement dans le reste de la journée derrière. On va revenir aussi sur les non-licenciements, mais on va commencer par ceux qui partent. Le premier c'était donc Jerod Mayo, juste après une victoire, ce qui est un peu incongru, mais ça prouve que c'était quand même préparé. Une saison seulement, 4 victoires, 13 défaites. On a l'impression que ça n'a jamais vraiment pris. C'était l'héritier désigné de Bill Belichick, mais tactiquement, humainement, on cherche un peu ce qui a marché. Lucas, toi qui as un œil acéré sur les Patriots, est-ce qu'il y a des choses qui ont marché ou pas ? Pas grand chose, même le dernier match, tu l'as dit, c'est juste après une victoire, alors que c'était véritablement le match qu'il fallait pas gagner. On en parlera peut-être après tout à l'heure, mais ils avaient le premier choix de la draft avant même ce match, ils sont désormais 4e, donc en effet, il n'y a pas grand chose qui ont marché, et comme tu l'as dit, ça a pas vraiment pris. Alors c'était le successeur désigné, et en fait, ça a pas pris. Ça faisait un moment qu'il était derrière Bill Belichick apparemment, mais bon, on n'est pas Bill Belichick qui veut, ne peut pas reproduire ce que fait Bill Belichick qui veut, et c'est compliqué. Alors il avait dit qu'il voulait pas vraiment faire ça, mais il a eu du mal à créer sa propre identité. On était un petit peu sur ce que faisait Bill Belichick, mais sans véritable nouveauté. Alors oui, il y a eu un quarterback qui a été trouvé, et c'est la vraie bonne nouvelle, mais malheureusement, il n'a pas pu véritablement en faire quelque chose. Et c'est vrai que c'est peut-être une erreur de casting, quelqu'un qui était peut-être pas prêt assez tôt. Pour ma part, je pense que le licenciement est dur, notamment pour lui, mais je pense qu'il est juste. C'est vrai que c'est un peu l'ironie du truc, c'est qu'ils ont trouvé ce qu'ils avaient plus sous Bill Belichick, c'est-à-dire un quarterback, mais ils n'ont plus le coach. Donc ça, c'est un peu triste. Raphaël, est-ce que c'est dur ce licenciement ? Je pense. Enfin, il est dur pour Jerod Mayo parce que je sais pas il a vraiment pas ce qu'il faut pour être coach sur le long terme en NFL. Ça, je suis pas sûr qu'on puisse tout de suite le savoir, mais donc il est peut-être dur d'un point de vue personnel. Mais à quelque part, moi je le trouve logique parce qu'en fait, Kraft fait enfin ce qu'il aurait dû faire après Belichick, c'est-à-dire faire table rase du passé. Et alors l'analogie plaira pas à tout le monde, mais je trouve finalement on est un peu dans vous savez ce régime un peu autoritaire où le père est parti, laisse le pouvoir au fils et le régime s'effondre derrière parce qu'en fait c'est un régime à bout de souffle et c'était un peu le cas de Belichick, il avait la main sur tout dans cette équipe. Et c'était une fin de cycle totale, c'est lui qui choisissait tous les joueurs, machin. Ces dernières années, la draft n'a pas permis de recycler et de redonner un souffle à cette équipe parce que la vision peut-être de Belichick sur ces aspects-là était dépassée, etc. Les scouts, enfin voilà, ces choses-là ne marchaient plus et donc il aurait fallu déjà l'an dernier faire tout changer. Ils le font un an trop tôt, donc finalement Jerod Mayo paye ce décalage d'un an, Et c'est vrai qu'il paye aussi peut-être quand même, il paye encore un peu plus peut-être cette victoire parce que Lucas le dit, mais
je trouve, et tu l'as dit, ils ont leur quarterback du futur, et du coup, perdre le premier choix, ça te fait perdre la munition, soit de choisir le meilleur joueur, soit de vendre le premier choix pour une équipe qui a besoin d'un quarterback et qui veut à tout prix un quarterback. Donc, tu perds des munitions, et donc, moi, la sanction structurelle d'un point de vue équipe me semble logique. Après, pour le coup du match gagné, je me fais l'avocat du diable, mais lui, il est coach, pas de GM. Son boulot, c'est de gagner. S'il avait perdu, on lui aurait dit, mais il a encore perdu. Donc, contre les remplaçants des Bills en plus. Non, mais donc, lui, bien sûr, lui, il avait pas de. C'est pas même la victoire, même pas contre lui. Hein. Lui, je comprends, il veut partir sur une victoire, machin. Mais je pense qu'il était même, au courant avant même le match, à mon avis. Je pense qu'avant même le match. Le communiqué était déjà prêt. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié l'analogie avec la Corée du Nord et la dynastie des Kim, visiblement. Je sais pas si c'est le plus en danger. Hein. J'avais plus en tête peut-être la Syrie ou ce genre de. Tu vois, oui, c'est vrai que Kim Jong-un finalement garde son job plus longtemps que Jerome Mayo. Ouais. Donc c'est pas tout à fait la bonne analogie en effet. Mais voilà. Bon, en tout cas, on tourne la page Jerome Mayo, on fait table rase du passé. Petite tentative de perspective. Alors honnêtement, en ce moment, on va essayer de faire un article d'ailleurs au moment où je vous parle. Vous le verrez peut-être demain, mais pour résumer tous les entretiens d'embauche qui vont être passés par toutes les équipes, etc. Mais globalement, tout le monde veut parler avec tout le monde. Hein, vous voyez ça large, parce que vraiment, il doit y avoir une dizaine de demandes d'entretien par équipe. Mais en bref, c'est quoi pour vous le candidat idéal ? Alors, il y a là, je ne sais pas si c'est d'ailleurs une rumeur, on en a beaucoup discuté entre nous avant l'émission, mais est-ce que c'est une rumeur vraiment fondée ou est-ce que c'est juste que ça nous semble naturel et qu'on se dit qu'ils vont le faire ? Il y a Mike Vrabel donc, qui est libre, hein, totalement libre, puisqu'il avait été licencié l'an dernier par les Titans. Lucas, est-ce que ça te paraît être un bon choix ? Et encore une fois, moi, j'ai pas l'impression qu'il y ait d'infos disant que ce soit fait, il va passer des entretiens ailleurs aussi. Alors non, c'est pas fait, et même les Patriots d'ailleurs n'interviewent pas que lui, puisqu'il y a Ben Johnson. En fait, les deux entretiens que les Patriots vont faire, principalement, c'est Mike Vrabel et Ben Johnson, et qui seraient apparemment les deux candidats. Et d'ailleurs, pour beaucoup de boards de NFL, ce seraient deux candidats qui tiendraient vraiment la corde, et après derrière, il y aurait d'autres candidats, sauf pour certaines équipes. Mais c'est vrai que ce seraient les deux candidats un peu principaux, et d'ailleurs, ce serait pour ça que les Patriots aient fait vite et licencié Jerome Mayo assez rapidement pour essayer d'avancer là où l'année dernière, on s'en rappelle, ils n'avaient pas vraiment fait de processus de recrutement, puisque Jerome Mayo était déjà annoncé depuis plusieurs années. Mais Mike Vrabel est vraiment lié aux Patriots au-delà du fait qu'il y ait déjà joué. Mais c'est vrai qu'il y a plus que des rumeurs qui émergent déjà pour dire que c'est l'un des candidats visé par Robert Kraft. Et en fait, il faut se dire que les Patriots, on n'est pas sur une franchise classique, dans le sens où quand Bill Belichick est parti, c'est pas seulement le coach qui est parti, c'est quelqu'un qui gérait quasiment toute la franchise. Et donc pour le remplacer, il fallait pas seulement un coach, il fallait quelqu'un qui ait une vision beaucoup plus globale que simplement un coach, ce qui est déjà très difficile d'être coach en NFL. Et donc peut-être que c'est là que Jerome Mayo était un petit peu plus limité, et c'est peut-être là aussi que Ben Johnson, au-delà du fait qu'à mon avis en termes football c'est peut-être le coach principal à avoir pour une franchise l'année prochaine, peut-être de passer de coordinateur offensif à coach c'est déjà compliqué, alors de passer de coordinateur offensif à coach chez les Patriots, c'est-à-dire avec tout ce que ça implique, même si désormais il y a un GM, mais bon, si je vous demande de citer le general manager des Patriots, je suis pas sûr qu'on soit capable de le citer, messieurs. Donc c'est vrai qu'il faut quelqu'un qui ait une vision plus globale, et un Mike Vrabel pour moi est quelqu'un qui a déjà eu cette expérience de coach principal, qui a eu beaucoup de responsabilités à Tennessee aussi, qui connaît un petit peu la maison Patriots aussi, et il sait comment elle a fonctionné sous Belichick, même s'il a jamais coaché, il a joué pour Belichick notamment. Donc c'est vrai que pour moi c'est un candidat logique, peut-être pas très funky, mais logique, et qui serait plutôt une bonne embauche, je pense. Bon, alors on va faire ça simple, du coup, s'il y a ces deux-là, tu préfères lequel, Raphaël, Ben Johnson ou Mike Vrabel? Instinctivement comme ça, j'irais peut-être un peu plus sur Ben Johnson, parce que je pense que l'objectif numéro 1 c'est de développer Drake May et de le mettre dans les meilleures conditions possibles pour briller, et je pense que Ben Johnson t'offre sur le papier, en théorie, plus de raisons de croire à ça. Après, j'entends ce que dit Lucas. Maintenant, tu peux être surpris par un jeune coach qui a aussi une vision du football et qui est capable d'endosser. Comme ça peut être une catastrophe, hein, ça c'est clair et net. C'est peut-être un plus gros pari. Ben Johnson a peut-être un profil plus gambler, on va dire, plus pari. Bon. De toute façon, là, on joue à la boule de cristal. Hein. On peut pas savoir si un coach va marcher ou pas avant, quel que soit le coach. Hein.
Oui, parce que Ben Johnson, ça peut être Sean McVay comme ça peut être Adam Gaze. Ouais, non, mais c'est clair. Donc en fait, c'est vrai que c'est et puis il y a ouais, en effet c'est risqué mais c'est vrai que c'est plus excitant quand il y a un quarterback. En tout cas, apparemment, Ben Johnson, lui, déjà favoriserait les équipes où il y a un quarterback. On va parler de Jacksonville peut-être. Et il serait entre guillemets intéressé, c'est un grand mot, mais va passer un entretien avec les Patriots normalement parce qu'il y a ce quarterback. J'ai vu Raphaël dodeliner de la tête en n'étant pas tout à fait d'accord sur la comparaison avec Adam Gaze. Je pense que ce que tu pensais, c'est que Ben Johnson, il n'a pas eu Peyton Manning pour le mettre en valeur et qu'il a peut-être un peu plus fait ses preuves. Ouais, on va pas développer toute la carrière de Ben Johnson, mais il n'a pas été propulsé tout de suite coordinateur offensif. Il a fait quelques saisons coach, tight end, etc. Et ça fait mine de rien 3 ans qu'il est coordinateur offensif des Lions. Et à chaque fois, l'attaque est en progrès. Quand Adam Gaze a finalement profité d'une très belle saison avec Peyton Manning pour tout de suite obtenir un poste, c'est là où je vois un petit peu de différence entre les deux. Mais bon, sans pour autant dire qu'il ne peut pas échouer. Hein. Ça, par contre, ça reste la gestion de 53 hommes. Oui. Pas toujours plus intelligent, donc il faut quand même il faut autre chose quoi. Ouais. Non mais c'est vrai que l'avantage de Vrabel c'est qu'on sait qu'il sait gérer une équipe, ça par contre j'ai pas de doute. Et que ça fait un an qu'il travaille son staff aussi, c'est ce qui ressort aussi, ça fait qu'un an. Et d'ailleurs ça va plaire beaucoup à Alain je pense, mais soyez pas surpris de voir Josh McDaniel revenir en coordinateur offensif l'année prochaine chez les Patriots. Alors, voilà, je dis on en a beaucoup parlé avant l'émission, c'est vrai que sur le Slack de la rédaction j'ai dit que j'aimais pas l'embauche de Mike Vrabel, alors que je remets pas du tout en cause en tant que coach, c'est juste que moi j'aimerais bien un truc un peu fun, et l'idée Ben Johnson j'aime bien parce que j'aime bien l'idée de voir les Patriots sortir de ce truc de toujours des trucs de la maison, des choix logiques, des trucs classiques, etc. Mayo, c'était le choix logique classique en interne de la maison et ça leur a complètement pété au visage. Donc j'aime bien l'idée que pour une fois cette équipe sorte un peu, tente un truc, même si c'est pas Sean McVay au final, au moins ils auront tenté. Ils ont un jeune quarterback de talent, ça fait depuis Brady qu'ils le cherchent, mais ça commence mine de rien à faire quelques années. Ils sont passés par Cam Newton et tout ça. Et donc ouais, je trouverais ça cool et ça m'exciterait un peu plus de voir qu'ils tentent quelque chose. Et après, d'un point de vue éditorial, je trouve ça un peu plus fun d'annoncer l'annonce de Ben Johnson. C'est une franchise qui marche hyper bien, on a plein de lecteurs qui suivent les Patriots et tout ça, et moi je trouve que ça fait un peu plus de buzz de voir un Ben Johnson qu'un Mike Vrabel en mode c'est logique, il revient à la maison, il va gérer ça en bon père de famille, etc. Donc c'est vrai que mon côté putaclic interne voilà, moi je voudrais Rex Ryan aux Patriots, tu vois. Ah ouais, voilà. Il va aller aux Jets, ça sera pas plus mal. Hein. Et Tyreek Hill en coordinateur offensif, tu vois. Ah bah voilà. Mais voilà. Non, mais donc dans cette idée-là, en effet, le truc de Ben Johnson me titille un peu plus, quoi. Après, ça ferait pas de Mike Vrabel une mauvaise embauche, clairement. C'est vraiment plus ce côté. J'aime bien les trucs qui sortent un peu de l'ordinaire, quoi. En parlant d'ordinaire, Doug Peterson n'est plus le coach des Jaguars. 22 victoires, 29 défaites en 3 saisons. Alors, on oublie, mais il avait quand même joué les playoffs et ils avaient gagné un match la première année. Mais ça semble évident sur ce qu'on a vu sur la fin de saison dernière et cette saison. On a l'impression que c'était quand même une équipe qui était en roue libre, Raphaël. Oui, c'est vrai qu'il y avait ce sentiment d'une équipe un peu en roue libre, d'un coach qui semblait avoir perdu un peu une partie de son vestiaire. Je suis pas persuadé que ce soit un mauvais coach. Je pense pas qu'il soit mauvais. Mais c'est vrai que la greffe a pas totalement pris. Il y a cette première saison pas trop mal où, comme tu dis, ils gagnent en play-off contre les Chargers au premier tour, un peu de manière surprenante d'ailleurs parce qu'ils sont largement menés. Puis ils arrivent à rebondir et on pense que Peterson va pouvoir construire dessus. Et finalement, l'année suivante, ils refont le même bilan, mais il n'y a pas de progrès. Je pense qu'ils payent aussi un peu le manque de progrès, enfin le fait que Trevor Lawrence n'ait pas passé un cap. On l'a fait venir pour lui faire passer un cap et ça n'a pas été le cas. Et donc je crois qu'il paye ça. Donc je peux comprendre la décision. Ok, la greffe prend pas, ça marche pas et on décide de changer. Je peux comprendre, mais pour autant, je le redis, je pense pas que ce soit un mauvais coach. C'était ma question suivante, honnêtement, et que j'allais du coup poser à Lucas, mais c'est pas ça en effet un peu son péché fatal. C'est un ancien quarterback, il arrive avec un profil offensif, il devait développer Trevor Lawrence explose pas, l'équipe décolle pas et c'est ça qui lui coûte son job, non?
Oui, clairement, et d'autant que je suis assez d'accord avec Raph, c'est pas un mauvais coach, et on se rappelle, il arrive après Urban Meyer qui avait quasiment laissé la franchise en friche, que ce soit en termes de football ou en termes de mentalité, et il l'a redressé en gagnant la FC Sud, en allant en playoff, vous l'avez dit, donc je suis assez d'accord, malheureusement il n'a pas fait passer ce cap, tu l'as dit Alain, à Trevor Lawrence, et d'ailleurs on verra sur le prochain coach qui va être embauché, si c'est la faute à Trevor Lawrence ou c'est la faute à Doug Peterson, parce que c'est vrai qu'on fait sauter le coach parce que c'est le fusible assez logique, et en même temps il n'y a pas que Trevor Lawrence aussi, mais si on fait venir un Ben Johnson ou un Liam Cohen ou un entraîneur assez offensif qui n'arrive pas non plus à faire passer le cap à Trevor Lawrence, il faudra peut-être qu'on se pose la question du quarterback et pas du coach, mais je suis assez d'accord, il fallait quand même un changement. Le problème à Jacksonville, c'est le general manager qui lui est annoncé restant pour l'instant, Trent Baalke, et qui pour le coup n'aide pas non plus, parce qu'on parle de Doug Peterson, mais je sais pas, la stat était sortie, je l'ai plus en tête, mais du nombre de joueurs draftés par les Jaguars qui sont ne serait-ce que encore dans la ligue ces derniers temps, elle est catastrophique, et je parle même pas d'être encore chez les Jaguars, c'est-à-dire que eux n'en veulent plus, mais personne dans la ligue n'en veut, donc c'est aussi le signe qu'un Trent Baalke, le general manager, ne travaille pas très bien, et c'est difficile pour un entraîneur de mettre en place des plans de jeu et des victoires quand l'équipe n'est pas bien gérée par le manager général. Vous l'avez dit, on a eu Urban Meyer, coach universitaire, côté glamour, etc. Ça a été une catastrophe. On a eu Doug Peterson, profil expérimenté, plutôt doux, on va dire, titré, ça n'a pas marché non plus. Qu'est-ce qu'on cherche maintenant, Raphaël ? Qu'est-ce qu'on cherche maintenant ? Je pense qu'ils vont continuer à chercher un profil offensif. Enfin, je pense que le proprio Khan veut ce type de profil, et pour le coup, lui aussi est un peu un impatient, et je pense qu'il cherche aussi un peu de glamour, etc. Donc, Lucas a cité deux noms, Ben Johnson et Liam Cohen, coordinateur du côté de Tampa Bay, qui a redonné vie à Baker Mayfield et qui a une petite cote, et je pense que ces deux noms effectivement qui sont bien placés, en tout cas ouais, je les vois aller vers un profil génie offensif entre guillemets, parce que voilà, c'est toujours compliqué à dire, mais je les vois aller sur ce profil là clairement. Enfin, J'ajoute Joe Brady aussi, coordinateur offensif des Bills. Très bien, on qui ira aussi donc sur des coordinateurs offensifs. Il y a donc plein de coachs qui n'ont pas été virés. Il y a eu que 2 licenciements, on l'a dit lundi, et des annonces publiques de maintien. Il y a eu des communiqués pour ça. Je crois d'ailleurs, il y en a eu un qui est tombé pendant l'émission d'hier et je croyais qu'il était viré, c'était Brian Daboll. Après j'ai lu le communiqué, j'ai fait oui, non, c'est vrai. En fait ils font un communiqué pour annoncer qu'ils le gardent. Shane Steichen est regardé aux Colts, Antonio Pierce aux Raiders, Zach Taylor aux Bengals. Quelle est la plus surprenante selon vous ? Donc le maintien le plus surprenant, Lucas. Ouais, je vais faire mon mea culpa, c'est Brian Daboll, je l'avais annoncé viré pendant la saison, j'avais même pris le pari, il n'a pas été viré pendant la saison et il ne sera pas viré après la saison, donc je vais faire mon mea culpa. Pour moi c'est le plus surprenant en effet. Oui, encore que. Pour moi, le plus surprenant, c'est Antonio Pierce, mais je vais parler de Brian Daboll, puisque je l'avais annoncé partant. Mais c'est vrai que j'imaginais un changement de direction, avec aussi le licenciement du general manager et un renouveau total aux Giants, parce qu'il n'y a pas que le coach qui a mal travaillé, il y a le general manager. Quand on pense à Saquon Barkley, qui fait 2 milliards aux Eagles, quand on pense au pactole qu'ils ont donné à leur quarterback, c'est peut-être pas forcément des mauvaises décisions, mais en tout cas c'est pas une belle image qui est donnée de la part des Giants, et ça les aide pas derrière que Barkley performe par exemple. Donc c'est vrai que j'imaginais tout ce beau monde partir, finalement ça va rester, ils vont avoir un haut choix de draft avec potentiellement un quarterback qui sont 3e je crois, donc de ce que je lis il y a 2 quarterbacks qui valent le coup plus ou moins dans cette draft, donc 3e il y a une chance sur 2, donc pour moi c'était le plus surprenant. Ouais, je te rejoins là-dessus. Je comprends pas comment il est encore là, surtout à un moment de la saison où on avait l'impression qu'il perdait le vestiaire, les joueurs s'exprimaient publiquement, il les contredisaient, enfin... C'est vraiment un mystère, ça sent le dégager en cours de saison prochaine en catastrophe, enfin c'est totalement le profil. Il est à 18 victoires, 32 défaites, 1 nul, il perd 3 victoires par an, c'est-à-dire qu'il a fait 9-6-3. J'ai l'impression que le vestiaire est plus avec lui. Je sais pas, c'est vraiment pareil, pour moi le plus grand mystère. Raphaël, est-ce que tu en avais un autre ? Non, je pense aussi que c'est le plus surprenant. Comme vous, moi c'est le côté vestiaire. J'ai vraiment l'impression qu'il l'avait perdu, et c'est peut-être ça qui m'étonne le plus.
Après, ce qui m'interroge, c'est vraiment c'est un duo en fait avec son general manager Josh Schoen, et je sais pas à quel point le general manager a réussi à convaincre le proprio de garder le coach en disant laisse-moi encore un an et je fais le duo avec le coach et tu nous vires à la fin, et c'est notre dernière année, et je sais pas à quel point ça a pu peser dans la balance plutôt que je sais pas, peut-être un GM qui a dit si vous le virez je me casse aussi, et que les Maras voulaient pas se lancer dans une recherche je sais pas, tu vois, je m'interroge un peu, donc c'est un peu étrange, on n'aura jamais tous les tenants et les aboutissants, mais sur le papier ça me paraît étonnant, mais une fois que le GM reste en place, je suis pas étonné finalement que Daboll reste aussi un an. Alors, ça c'est notre plus gros étonnement, et plus gros étonnement, il y a des liaisons un peu dangereuses. Antonio Pierce a étonné beaucoup de monde. Il y avait des rumeurs quand même dans les médias US les jours précédents disant qu'a priori il n'y avait pas tant d'agitation que ça autour de lui, ça s'est justifié. Il a l'excuse de l'effectif. Moi, je pense que ce qui lui permet de sauver sa place, c'est la situation au poste de quarterback. C'est qu'il a hérité en la fin de saison dernière de la pire escouade de quarterback qu'on lui a redonné cette saison, parce que rien n'a été fait pour le coup, que ce soit par le general manager ou par personne pour lui donner autre chose au poste de quarterback. Et je pense que c'est un peu ce qui le sauve, c'est que de toute manière les Raiders pouvaient pas faire mieux avec cet effectif en attaque. Et que moi je trouve que sur pas mal de matchs la défense a été plus qu'honorable, et ça c'est son domaine, et je dis pas qu'il a ce qu'il faut pour être head coach, mais du coup dans la logique se dire ok, il avait pas tout le matos, l'an prochain on le teste avec un quarterback et un nouveau coordinateur offensif, je sais pas, pourquoi pas. Le problème, c'est qu'il n'y aura pas de nouveau quarterback l'année prochaine, alors coordinateur offensif peut-être, mais les quarterbacks ils vont drafter 6ème, je crois. Attends, la draft tu peux monter et tout. Oui, mais justement monter. Alors encore une fois, on est très loin de cette draft-là, mais de ce que les scouts et même chez nous à Tejan Actu s'accordent à dire, c'est que la draft en termes de quarterback, c'est pas la draft de l'année dernière, et qu'il y en a probablement 2 qui valent le coup, et quand on regarde les équipes qui sont en haut de cette draft là, les Titans qui vont probablement en prendre un, les Browns, les Giants, donc monter, mais pour faire sauter les Titans qui après peut-être qu'il y a des franchises qui ne sont pas hypées par Ward ou par éventuellement Sanders peut-être, mais c'est vrai que j'ai du mal à les voir avoir un quarterback jeune, et pareil sur le marché des quarterbacks on va dire expérimentés, il n'est pas beaucoup plus excitant que cela, sauf si on veut un Kirk Cousins. Donc c'est vrai que j'ai l'impression qu'on repousse le problème d'un an encore avec Antonio Pierce, et je suis assez d'accord avec toi, il n'avait pas le matos pour performer, mais en même temps c'est pas non plus l'entraîneur du futur pour les Raiders, je pense. Après il y a peut-être le fait, je sais pas, mais il paye peut-être encore les entraîneurs qu'ils ont virés ces derniers temps. Je sais pas je crois que Gruden encore un peu, ouais. Oui, parce que Gruden avait signé 10 ans, je me rappelle. Il avait signé 10 ans et 100 millions. Et il n'y a pas si longtemps que ça, au final. Entre-temps, il y a eu Josh McDaniel, il me semble. Donc peut-être qu'il les paye encore et qu'il voulait pas, je sais pas, le contrat qu'avait Antonio Pierce, mais peut-être qu'ils veulent pas en payer 3. Il a dit ok, je prends pas d'argent, je fais gratos l'an prochain, je reste. Non, mais en tout cas, s'ils payent et qu'ils en prennent un autre. J'allais dire, à ce rythme-là, ils vont finir par prendre des pigistes au match. pour avoir plus de flexibilité. Bon, dernier mot, Zach Taylor a utilisé Lou Anarumo, son coordinateur défensif, comme fusible. C'est le dernier fusible, et l'année prochaine ça part Oui, c'est l'idée. C'est l'année prochaine, c'est mieux, ça reste. Ça, c'est pas bon, il part. Enfin, clairement, c'est le coup classique du fusible. Là. Oui. Très bien. Une chose à ajouter sur les coachs, Lucas? On passe au match, parce que je sais que vous êtes impatient. Vous êtes impatient, il y a du lourd. Petit jingle. Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com. On passe donc au match de la semaine 18 en NFL. On a déjà débriefé 2 matchs dans le fauteuil, 3 matchs hier pour les derniers qualifiés. Messieurs, il nous reste donc
tous ceux qui sont pas en play-off, grosso modo, ou ceux qui ont fait jouer leurs remplaçants. Alors j'ai essayé de vous faire ça un peu thématique. On va commencer par les déçus, c'est-à-dire ceux qui avaient encore une chance, mais qui n'ont pas réussi à la saisir. Falcons 38, Panthers 44. Les Falcons devaient gagner et espérer une défaite des Buccaneers. Finalement, Tampa a gagné et Atlanta a perdu, donc il n'y a pas de débat. Défaite en prolongation, alors que Michael Penix et Bijan Robinson avaient ramené leur équipe dans les derniers instants. Petit point, conversion à 2 points ou prolongation, ça fait 2 semaines de suite qu'ils perdent comme ça. Ils pouvaient tenter la conversion à 2 points, ils la tentent pas, ils vont en prolongation, ils perdent en prolongation. Raphaël, je sais que t'aimes bien jouer, t'aurais joué la conversion à 2 points. Oui, surtout à ce moment-là de la saison, pourquoi s'embêter à aller en prolongation Lucas, parce qu'en vrai, il y a un débat, tu vois, tu peux dire, je préfère jouer sur une action que sur chance au tirage et plusieurs bonnes actions. Ouais, je pense que sur ce match-là, non, hein, même si je sais pas exactement le timing, si les Buccaneers avaient déjà gagné de l'autre côté, mais sur ce match-là, non. Peut-être sur le match de la semaine dernière, ouais, je l'aurais tenté. Bon, une action, donc on a dit, aurait pu suffire parce que Michael Penix c'était pas mal encore, 21 sur 38, 312 yards, 2 touchdowns, 1 interception. Aucun punt, 537 yards en attaque, ils font une vraie sortie. Au moins la bonne nouvelle, Raphaël, c'est qu'ils ont leur quarterback du futur. C'est possible. C'est vrai que le rookie a montré de belles choses, pas mal de yards dans les airs, de belles passes, alors quelques lancers imprécis, etc. Mais bon, c'est un quarterback rookie en plus avec peu de matchs dans les jambes. Donc finalement, un choix qui semblait complètement débile pour beaucoup lors de la draft. Beaucoup ont crié mais pourquoi ils prennent un quarterback au premier tour? Ils ont signé Cousins. Ils s'étaient peut-être pris une assurance, et Lucas vient d'en parler, dans une draft où finalement il n'y a que 2 quarterbacks potentiellement, avec en plus des Falcons, le scénario typique, Cousins était suffisamment bon pour gagner quelques matchs, mais pas assez pour aller en playoff. Tu te retrouves milieu draft, trop loin pour prendre un quarterback, donc ils ont peut-être bien fait d'avoir pris Penix l'an dernier. Et c'est vrai que sur ce qu'il a montré, moi je trouve qu'il mérite d'être testé l'an prochain, c'est clair. Lucas, ils ont eu presque le scénario idéal de ce qu'ils voulaient en début de saison avec Cousins, mais ils ont un bon quarterback. Ils ont Bijan Robinson qui a 170 yards et 2 touchdowns au sol, Drake London qui a 187 yards en 10 réceptions. C'était les Falcons qu'on attendait. Oui, et l'avantage c'est que dans leur perte de temps avec Cousins, ils ont gagné du temps parce qu'ils l'ont dégagé entre guillemets avant la fin de saison. Et donc ils ont pu voir Penix et ils ont pu se dire que ça valait le coup et ils vont pouvoir travailler avec lui sur l'échantillon qu'ils ont sur 4 matchs, je sais plus exactement. Donc c'est vrai que on s'était dit que tant ils peuvent jouer les playoffs, ils joueront certainement avec Kirk Cousins. Puis finalement, ils ont eu le courage de mettre Michael Penix. Donc au moins ils ont fait une erreur en donnant de l'argent à Kirk Cousins, mais ils l'ont assumé assez tôt, et ça c'est louable parce que toutes les franchises font des erreurs, mais pas toutes ne les assument, ou en tout cas les prennent pour eux. Donc c'est vrai que voilà, de ce qu'il a montré, et encore je trouve que sur les matchs qu'il a joué, il n'a pas encore montré sa mobilité. Tous les scouts nous disent qu'il a pas mal de mobilité. Là sur ce match-là, il court pas beaucoup, quasiment peu. C'est peut-être aussi le fait que le plan de jeu était fait pour Kirk Cousins, qui est pas forcément un quarterback qui court, et que voilà, après à partir de l'année prochaine, il y aura peut-être un plan de jeu qui va être ouvert, qui va être vraiment adapté parfaitement à ce quarterback là, et donc du coup c'est vrai qu'en attaque ça donne de l'espoir pour les Falcons. J'ai donné les stats, j'ai oublié évidemment Kyle Pitts a également ah non, il a pas explosé. 2 réceptions 15 yards. Bon, Kyle Pitts, on peut rien faire pour lui. Ils se sont fait voler la vedette par Bryce Young quand même. Bryce Young 25 sur 34, 251 yards, 3 touchdowns à la passe, 2 touchdowns au sol. Eux aussi ils ont leur franchise quarterback. J'ai l'impression que c'est le thème de ce match des vaincus, Lucas. Surtout que c'est 2 équipes qui sont dans la même division, donc on va potentiellement avoir ce beau duel de quarterback pendant plusieurs années si tout se passe bien. Et c'est vrai que Bryce Young, pour le coup, il fait un super match. Il est encore meilleur, je trouve, que Michael Penix, qui fait un bon match. Il marque 5 touchdowns, tu l'as dit, 3 dans les airs, 2 au sol. Il est très bon, et en effet Dave Canales l'a fixé, comme disent les Américains, l'a réparé un petit peu après l'avoir mis sur le banc en début de saison. Après voilà, il faut pas qu'il nous fasse une Justin Fields où il est bon en fin de saison comme tous les ans pour Justin Fields, qui obligeait son équipe à le garder en se disant ah ouais, quand même l'année prochaine il peut exploser avec ce qu'il nous a montré et revenir à ce qu'il était en début de saison. Mais c'est vrai que là, ce qu'il nous montre là aussi, c'est encourageant. Et d'ailleurs, quand on regarde ces 2 équipes là, elles sont pas si loin l'une de l'autre, au final. Alors il y a 3 victoires d'écart, mais ces 2 équipes là, la dernière fois qu'elles ont fait les playoffs, c'était la même année, je crois que c'était en 2017. Elles ont eu des saisons avec des bilans négatifs toutes les deux depuis 7 ans. Elles sont finalement pas si loin que ça l'une et l'autre. Tu te moques de Justin Fields, mais peut-être que c'est l'anti-Cliff Kingsbury. Tu sais, Kingsbury fait un bon début de saison. Une fois que les équipes d'en face ont de la vidéo, bon, ils baissent. Fields, il les endort en début d'année, et paf, il explose derrière. Tu vois.
Il gagne un an comme ça à chaque fois. Ouais. Cela dit, de mémoire, Fields, il a jamais fait de match de fin de saison à 3 touchdowns lancés. Il a même. Enfin. C'était... Non, mais là, il y a une vraie bonne impression visuelle pour Bryce Young, Raphaël. Oui, il y a une vraie bonne impression visuelle. Après, forcément, ça va demander confirmation parce que sa saison, elle est c'est les montagnes russes. Enfin, je vais sur le banc. Je regarde Andy Dalton briller alors que moi, j'arrivais plus à faire avancer l'équipe. Et puis, je reviens et ça marche. C'était des montagnes russes, il va falloir confirmer. Surtout on a retrouvé la pire défense des Falcons possible. 0 sac, 0 quarterback hurries, 0 hit. Donc voilà, ça demandera confirmation, mais en tout cas, il y a tellement de l'espoir pour cette équipe des Panthers. Même Dave Canales semble tenir son équipe. Pourtant, il n'y a pas beaucoup de victoires, mais tu sens qu'il y a un groupe qui est en train de se construire autour. Donc, écoute, c'est presque... pas dire une saison réussie, n'exagérons pas. Mais c'est pas si mal. C'est moins pire. Voilà. Un seul mot, la priorité pour chaque équipe. Atlanta, pour les de l'intersaison, les devoirs de vacances. Pass rusher. Pass rusher. Ouais. Pareil pour Lucas. Ouais, pareil. Et pour les Panthers, des armes, je dirais. Pour tout ce qui peut aider Bryce Young. Ouais. C'était un peu le constat d'ailleurs de Dave Canales en interview qui disait on est content, on a le quarterback, maintenant on peut regarder le reste. Jets 32, Dolphins 20. Alors la team drama, et pour une fois on parle pas des Jets, ça c'est fou quand même dans un match des Jets. Les Dolphins avaient un espoir de playoff en cas de défaite des Broncos, mais ils se sont écroulés. De toute façon les Broncos ont gagné, on l'a dit hier, mais ils se sont écroulés quand même. 4 ballons perdus, 3 sur 12 ans de troisième tentative, battus en défense par Aaron Rodgers et les Jets. Et après le match, Tyreek Hill a annoncé plutôt clairement qu'il voulait partir. Quelle fin de saison en queue de poisson. Ils étaient perdus offensivement dans ce match, toujours sans Tua Tagovailoa. C'était une triste fin offensivement quand même pour cette équipe, Raphaël. Oui, triste fin, rien n'a marché. C'est vrai que sur les 2 dernières semaines, ils ont donné un peu d'espoir, notamment la semaine dernière où ils arrivent à gagner avec Huntley. Tu dis peut-être que machin, mais tu te rends compte vite des limites de Huntley et ça passe pas tous les matchs et ça a été à nouveau le cas. Oui, c'est une fin en cul de poisson. L'équipe semble un peu se désunir et quand en plus il n'y a pas Tagovailoa qui finalement semble être un peu le ciment de tout ça, ou la glu en tout cas qui permet un peu à tout le monde de marcher, à peu près de s'entendre, ça part complètement en cacahuète et c'est dommage. Pour une fois qu'ils avaient un gros match au sol, Lucas, il leur a manqué le reste autour. Oui, parce que la ligne offensive a été très mauvaise en termes de protection du quarterback. La défense a quand même accordé 32 points et beaucoup de yards aux Jets qui marchaient pas forcément très fort ces derniers temps offensivement. Donc c'est vrai que ça finit pas très bien. Ça finit avec une saison négative aussi. Ils ont joué les playoffs jusqu'au dernier moment. Certes, Denver s'était imposé, donc ils n'avaient plus aucune chance d'aller en playoffs, mais ils auraient pu finir avec un bilan positif. Ça sera un bilan négatif et pour le coup, il faudrait regarder le bilan de McDaniels aussi, mais lui commence à chaque saison, c'est de moins en moins aussi. Je crois que l'année dernière, alors il n'est pas aidé par les blessures de Tua Tagovailoa, c'est vrai, mais c'est vrai que malheureusement l'impression donnée c'est que c'est pas là, c'est pas qu'il n'y a pas beaucoup d'espoir, mais c'est vrai qu'il y a quelques inquiétudes concernant les Dolphins. Il fait 9-11-8, donc il a pas baissé d'année en année, mais oui, c'est. Après, je te rejoins sur, on a du mal à voir où ça va. Ouais. C'est un peu inquiétant à ce niveau-là parce que à la limite ces 2 premières saisons il y avait une sorte de dynamique, ils jouent les playoffs et on se dit en effet si Tagovailoa reste en bonne santé ça peut être pas mal. Là on a un peu plus de mal, alors il est loin d'être menacé a priori, mais est-ce que ça va aussi être une question d'assainir le vestiaire en laissant Tyreek Hill aller voir ailleurs, etc. Mais c'était un tel moteur quand il marchait bien aussi les 2 dernières années qu'il va falloir voir ce qu'ils font sans lui. Mais il va y avoir des grosses intrigues. C'est quoi pour vous, pareil, l'intrigue principale pour Miami à l'intersaison? Je vais réussir à le dire. J'aurais dit un bon médecin pour Tua Tagovailoa, parce que c'est malheureusement ça le problème aussi, c'est qu'il est là, et quand il est là, cette équipe elle est très correcte, si ce n'est plus. Malheureusement il y a des blessures, on disait que McDaniel n'est pas aidé par les blessures Tua Tagovailoa, mais les blessures elles sont récurrentes, et donc c'est problématique parce que du coup le quarterback il peut être aussi bon qu'il ne l'est, s'il n'est pas sur le terrain, malheureusement il n'aide pas l'équipe. D'ailleurs, tu parlais de sa santé, on a parlé de Michael Penix juste avant, alors pas de là à prendre, voilà, mais ça peut être aussi de trouver une assurance au moins à développer derrière Tagovailoa, parce que malheureusement pour lui, c'est vrai que c'est peut-être une option qu'un jour il faille le remplacer, quoi. Raphaël, tu verrais quoi? Ouais, à côté attaque, retrouver un peu une identité offensive. Ils sont un peu perdus toute la saison. Le jeu au sol a globalement disparu toute l'année. On ne sait pas vraiment pourquoi.
sans réelle explication. Et je pense que c'est un moyen de combler le départ de Tyreek Hill, c'est peut-être retrouver un peu l'identité au sol et donc retravailler un peu tout ça en attaque. Ouais. Aaron Rodgers termine sur un 23 sur 36, 274 yards, 4 touchdowns, une interception. Tu parlais des bonnes fins de saison pour garder son poste tout à l'heure. Là, on est typiquement sur ça parce que depuis qu'il y avait eu les rumeurs, il y a peut-être un mois, oui, ils vont peut-être le couper tellement c'est la cata, etc. Il a plutôt pas mal joué. Oui. Ouais, là c'est potentiellement même une bonne si ce n'est fin de saison, fin de carrière aussi. Hein. On sait pas trop ce que. Alors, bah ça c'est Aaron Rodgers, on saura pas tant qu'on. Voilà. Et même quand on saura-t-on vraiment pas. Bon, en tout cas, si c'est son dernier match en NFL, c'est bien que ce soit un bon match comme celui-là, parce que pour le coup, Aaron Rodgers, il a les défauts qu'il a. C'est pas forcément une personnalité qui est appréciable et appréciée à mon avis, mais le joueur était exceptionnel. Et si c'est son dernier match, c'est plutôt bien de le voir finir comme ça, avec le fait qu'il passe la barre des 500 yards lancés, des 500 touchdowns lancés, pardon. Donc limite, j'ai envie de dire, arrêtons les frais et gardons au souvenir le fait que c'est un triple ou quadruple MVP, je sais pas, triple, je dirais. Tu m'as un doute, il n'en a pas un quatrième, ouais. C'est possible. Donc voilà. Et pour moi, ce serait peut-être le bon moment d'arrêter. 3. Ouais, moi je suis assez d'accord avec toi. C'est vrai que ça reste un joueur exceptionnel. Donc c'est bien qu'il finisse pas à un niveau misérable. Oui, il est bien 4 fois MVP. Donc c'est bien qu'il finisse à un niveau correct. Je suis assez d'accord avec toi. Après, maintenant, il a donné aucun indice. Donc, Et il est encore sous contrat, je crois, du coup, en plus. Hein. Oui, en plus. Il faudrait qu'il soit coupé. Donc, mais il y a maintenant même cette problématique de savoir si les Jets veulent le garder ou pas. Enfin, c'est un peu compliqué. Mais c'est pareil. Hein, les Jets, ça va être. Ils cherchent un GM, ils cherchent un coach, il y a la problématique Rodgers, donc là je sais même pas quoi je peux vous demander c'est quoi la priorité de l'intersaison, mais il y a l'air d'y en avoir tellement que... C'est de nommer un capitaine. Enfin, pour moi c'est ça la priorité de l'intersaison, un capitaine dans le sens quelqu'un qui va mener le bateau, enfin, que ce soit le GM, le coach, j'en sais rien, mais il faut nommer quelqu'un qui va prendre les décisions sur le terrain, quoi. Je reviens à Rex Ryan du coup. Il s'est exprimé d'ailleurs, hein. Il s'est exprimé à la radio, je crois, en disant que alors il s'exprime presque quand on l'entend, il est déjà entraîneur des Jets et c'est vrai que c'était particulier. Et puis apparemment, si c'est lui, Aaron Rodgers ne pourra pas faire ce qu'il veut de ce qu'il disait. C'était très agressif. Alors j'en ai fait un papier sur le site. Honnêtement, moi ma théorie c'est que maintenant qu'il est consultant et qu'il rentre un peu dans les trucs buzz d'ESPN, etc. Je crois qu'il a décidé de se faire un peu une semaine de promo, mais je vois pas dans quel monde il est embauché la veille de son entretien, parce que c'était la veille de son entretien d'embauche qui était censé passer ce mardi là au moment où on enregistre. Le mec il cartonne Aaron Rodgers, il dit que la gestion de la direction sur le cas Aaron Rodgers c'était abysmal. Ouais, non, mais en fait là il fait juste le cake à la télé à la radio en l'occurrence, mais moi franchement parce que comme tu disais, il a dit je suis sûr à 100% d'être embauché parce que je suis l'homme de la situation. Je sais plus s'il parlait de Ben Johnson ou de Bobby Slowick, qui parlait d'un des coordinateurs offensifs un peu en vogue, en disant ouais c'est pas que la tactique, il faut aussi savoir gérer New York, la pression, tout ça. Enfin bon, ce qui est pas faux, mais il a joué des finales de conf, hein, mais moi je l'adore, je suis pour. Hein. Moi je suis pour qu'on embauche. Attends, et moi si on embauche Rex Ryan, je suis pour qu'on garde Aaron Rodgers évidemment. Ah oui, tant qu'à faire. Oui. Je préconiserais même un petit trade pour Tyreek Hill. Tu vois, hein, comme ça on est bien. Ouais, et là on a un spectacle incroyable. Faites même sortir Antonio Brown de sa retraite si ça vous chante. Et je veux que le Hard Knocks il choisisse. Ah non, le Hard Knocks il était déjà chez eux l'autre fois, on peut pas le refaire, c'est dommage. Puis ils font en saison maintenant, je crois, Hard Knocks. Ouais, et puis ils font des divisions entières. Ah, moi je veux un documentaire, une chaîne, ce que vous voulez, hein, mais si on a Rex Ryan et Aaron Rodgers ensemble, c'est ma priorité de l'intersaison, c'est embaucher Rex Ryan. Lucas, je t'ai posé la question, est-ce que t'en avais une pour les Jets ? Un GM, mais c'est exactement ce que dit Raph, c'est le GM qui va choisir le coach, qui choisira l'équipe, il faut quelqu'un quoi. Très bien, on passe aux qualifiés en playoff qui ont fait un peu jouer les titulaires. Les Titans 14, Texans 23, les titulaires des Texans ont joué un drive. CJ Stroud 6 sur 6, 50 yards, un touchdown, 5 courses pour 32 yards pour Joe Mixon. Est-ce que c'est bon ? Est-ce que tout est oublié, Lucas ? Ça y est, c'est une machine à tuer cette équipe de Houston, ils ont réussi un drive. Ouais, non, ils ont fait jouer les titulaires, mais très peu. Au moins, ils ont pris un petit peu de confiance. Pour arriver en playoff avec une victoire et surtout un drive qui a été plutôt intéressant face à une défense qui n'est pas forcément
extrêmement mauvaise. Voilà, après ça va être dur de dire que tout est oublié, d'autant qu'ils jouent, ils reçoivent qui en play-off Ils reçoivent les Chargers. Voilà, donc une équipe, c'est ce que je m'étais dit, c'est que c'est forcément une équipe qui va être difficile à manœuvrer, notamment défensivement. Donc non, tout n'est pas oublié. Au moins ils ont pris un petit peu de confiance. Voilà, c'est ce que je retiens de ce match-là. Raphaël, le petit shoot de confiance, c'est tout ce qu'il y a à retenir. Ouais, je reste un peu inquiet par leur ligne offensive qui pour le coup a joué plus longtemps que juste un drive, les titulaires de la ligne offensive, et qui n'ont quand même pas été très bons tout le match, et ce qui a été un des problèmes de Houston toute la saison. Donc bien sûr, c'est un petit peu inquiet. Ouais. Du côté des Titans, un mot pour les vacances aussi. Alors on a fait jouer et Will Levis et Mason Rudolph parce que vraiment ils en avaient pas vu assez des deux, ils voulaient vraiment être sûrs que les deux étaient aux fraises. Donc Levis a commencé, il a lancé un touchdown, derrière Rudolph a joué. Bon là, en théorie, il faudrait qu'ils trouvent un quarterback. Après, ils ont le numéro 1 de la draft. Est-ce qu'ils vont juger qu'il y a un quarterback qui mérite le choix numéro 1 ? Ça, c'est une autre question. Mais bon, voilà, la direction, elle est claire pour les Titans, c'est quarterback là. Oui. Ouais. Il faut tenter avec le premier choix de la draft, il faut la tenter. Oui, c'est ça, pardon Lucas, c'est ce que j'allais dire. C'est que t'as le premier choix, t'as pas de quarterback, tu tentes le coup. Le poste est trop important pour ne pas tenter le coup avec le choix numéro 1 quand t'as pas de quarterback. Enfin, tu prends le risque et puis c'est tout. Enfin... Oui, tu peux pas rester dans cet état-là, quoi. C'est un peu l'idée. Raiders 20, Chargers 34. Les Chargers qui ont débuté poussivement avec 3 field goals et puis leur défense a réveillé le match en interceptant Aidan O'Connell juste avant la pause. Ils ont marqué un touchdown dans la foulée, puis ils se sont détachés, ils ont mangé le chrono, marqué sur leurs 3 possessions après la pause. Est-ce qu'ils vous ont rassuré avant les playoffs, ces Chargers, Raphaël ? Oui, parce que l'attaque quand même est mieux depuis 2 semaines et en vrai depuis que J.K. Dobbins est revenu au sol quand même on sent que cette attaque est un peu mieux. Ça ouvre à nouveau je trouve des opportunités paradoxalement dans le jeu aérien, ça permet que le jeu au sol soit plus une menace et donc ça ouvre des brèches pour le jeu aérien et Justin Herbert. En plus on a un très bon match de Quentin Johnston, leur receveur, et ça pour le coup je sais pas si on s'y attendait encore, donc espérons qu'ils puissent le refaire en playoff. Donc ouais, je trouve ça rassurant. Après je sais pas si comme beaucoup de nos collègues de la rédaction je les vois comme la plus grande équipe de l'histoire de l'AFC, mais la plus grande équipe. Parce qu'il y en a qui ont pronostiqué qu'ils pourraient aller au bout, oui, c'est vrai. Il y a eu une petite discussion, ça c'est un petit poil enflammé. Justin Herbert finit à 28 sur 36, en tout cas 346 yards de touchdown. Quentin Johnston 186 yards. Ladd McConkey est toujours là. Lucas, ils ont l'air d'avoir un duo de receveurs désormais, parce que Johnston c'était très alternatif. Non, je te vois. Calmons-nous. Petite moue boudeuse. Non, calmons-nous sur le duo, et Ladd McConkey est très fort, je pense, et ses receveurs du futur. Quentin Johnston a fait un gros match, Raph vient de le dire, mais il va falloir en faire plusieurs pour qu'on considère qu'il y ait un duo. Pour le coup, la ligne offensive m'inquiète un peu. Raph parlait de la ligne offensive des Texans tout à l'heure, celle des Chargers m'inquiète un petit peu, et notamment parce que Slater était blessé sur ce match-là, à voir s'il sera de retour pour les playoffs. Après, pour prendre un petit peu de recul sur les Chargers, ils finissent quand même avec 11 victoires et 6 défaites, ils vont en playoffs, je trouve que c'est une très belle saison pour eux. Désormais c'est presque un peu que du bonus, ils ont fait qu'une fois les playoffs depuis 2018, donc Jim Harbaugh arrive, il remet un petit peu droit cette franchise. Pour le coup, je trouve que c'est une très bonne saison, et de là à dire qu'ils vont aller au bout, je sais pas. Maintenant, un match face à Houston, je sais pas qui sera favori officiellement, mais je vois ce match-là à 50-50. Ensuite, il faudra aller à Kansas City, ça sera extrêmement dur. Mais une équipe comme les Chargers peut rendre la tâche difficile aux Chiefs. Donc, je dis pas qu'ils vont aller au bout, mais je dis que c'est une équipe, et je le dis depuis quelques semaines, qui est poil à gratter en playoff. Et c'est une équipe qui sera pas, et notamment coachée par Jim Harbaugh, c'est pas une équipe qui perdra facilement sur un match de playoff. Côté Raiders, on le disait, il faut un quarterback. Ils ont fait jouer Aidan O'Connell. Côté Raphaël, Raiders, non, pardon. Oui, j'enchaîne sur l'équipe qui était en face. Mais mais c'est parce que comme on a parlé des Raiders tout à l'heure, j'avais l'impression qu'on avait déjà parlé on a parlé d'Antonio Pierce, ça m'a fait bizarre, mais c'est pour ça qu'on va pas s'apesantir. On l'a dit, il y a besoin d'un quarterback, et je voulais juste notifier donc Brock Bowers qui a battu le record du nombre de réceptions sur une saison pour un rookie, tout poste confondu, receveur ou tight end. Il a dépassé les 100, c'était 109, je crois, Pukanakwa l'an dernier, et donc il a dépassé ça, et on l'a dit, maintenant il faut un quarterback pour cette équipe des Raiders, maintenant qu'ils ont gardé leur coach. J'allais remettre un petit jingle, mais je crois qu'honnêtement je ne vais pas hacher l'émission en 1000, on va enchaîner sur les matchs qui restent. C'était pour séparer vraiment
le fond de la cuve, quoi, ceux où il y avait vraiment quand même pas grand chose à voir ou pas beaucoup d'intérêt. On va enchaîner. Allez, 19 pour les Cowboys, 23 pour les Commanders. On enchaîne donc avec ces matchs sans gros enjeux. Enjeu quand même pour Washington qui jouait pour la tête de série numéro 6, c'est fait grâce à Marcus Mariota qui est entré en cours de match parce que Jaden Daniels est sorti, il avait mal à la jambe, a priori c'est rien de grave, on nous dit qu'ils vont surveiller pendant la semaine mais que ça l'empêchera pas de jouer les playoffs. Touchdown de la victoire à 2 secondes de la fin, lancé par Marcus Mariota quand même, donc il les sauve, parce qu'il y avait que 64 yards en première mi-temps, c'était pas joli. Lucas, il s'est passé quoi pour cette équipe de Washington côté première mi-temps déjà quand il y avait Jaden Daniels? Ouais, bah, y a eu Dallas, une équipe de Dallas qui est pas forcément, qui pareil ne jouait pas forcément pour de la draft, donc qui voulait, et puis on l'a dit, tous les joueurs de toute façon veulent gagner, mais qui voulait gagner aussi. Elle était à domicile, elle a pas été très bonne à domicile depuis le début de la saison, cette équipe de Dallas, donc voulait rendre la tâche compliquée aux Commanders. Maintenant, ça a été compliqué certes pour Jaden Daniels un petit peu. Il est sorti parce qu'il était, tu l'as dit, un petit peu touché, mais bon, je les ai trouvés quand même assez en contrôle, dans le sens où on se doutait qu'à la fin c'est eux qui allaient gagner, ne serait-ce que parce que eux avaient de l'enjeu et les Cowboys n'en avaient pas, et au final ça donne une 12e victoire qui là aussi rend la saison des Commanders plutôt bonne, voire très bonne. La dernière fois qu'ils en avaient 12, ils sont allés au Super Bowl, je crois. Ouais, 12-5 pour les Commanders, c'était la grosse cote du début d'année. Raphaël, il y a eu quelques erreurs, il y a eu des drops, il y a eu des choses comme ça. L'important c'est qu'ils aient gagné à la fin, ça maintient la confiance. Oui, ça maintient la confiance, ça maintient quand même, je pense, un match plus abordable. Enfin, plus abordable, je sais pas, mais c'est quand même un bon point, je pense, d'aller à Tampa plutôt que d'aller à Philadelphie. Ça me paraît quand même plus intéressant en termes de potentiel parcours en playoff. Donc c'était à faire. Ça maintient la confiance, ça prouve que si jamais t'as un petit problème avec Daniels, t'as un joueur Mariota qui est prêt à donner ce qu'il peut pour... ça rassure peut-être aussi l'équipe, le coach, le banc, tout le monde est dans le bon sens, tout le monde est impliqué, donc oui, c'est bon à prendre. Bon, du côté de Dallas, on a vu Trey Lance, 20 sur 34, 244 yards. Est-ce que c'est notable? Est-ce que ça change quelque chose? On regarde, c'est un ancien numéro 3 de draft. Mon Raphaël, il a fait un grand pouf avec la bouche, donc j'ai l'impression que ça l'intéresse pas. Ouais. Lucas, est-ce que tu sauves Non, je t'avoue que ça m'intéresse pas beaucoup plus que ça non plus, si ce n'est dire qu'il a pas perdu de ballon, mais il a été un peu moins bon en zone rouge. Après, à Dallas, la vraie question, c'est le coach, parce qu'on en a pas parlé tout à l'heure, parce qu'il est pas viré, et en même temps, mais on sait pas, mais c'est le coach, parce qu'il est en fin de contrat, mais pas encore tout à fait, parce que je crois qu'il reste quelques jours de son contrat. Le 12 janvier officiellement il est libre. Oui, donc on est le 7, vous écoutez ça le 8, donc peut-être qu'il sera viré d'ici là. Je sais que les Bears ont demandé à l'interviewer, donc ça va être c'est une situation très particulière, mais en même temps on est à Dallas, donc on est habitué. Oui, c'est très particulier, je le disais, donc ils ont un droit de négociation exclusif avec lui jusqu'au 12, puisqu'il est en fin de contrat à la fin de la saison, et je sais pas, est-ce qu'il y a que moi, après c'est un poste très prestigieux, donc tu quittes pas forcément les Cowboys, mais lui au fait il peut aussi très bien se dire je suis pas viré mais j'ai envie d'aller voir ailleurs. Oui. Bah oui, parce que les Bears c'est plus intéressant. On a toujours l'impression que c'est les entraîneurs, c'est les équipes qui virent les coachs, mais il y a un moment aussi, comme on disait, Jerry Jones n'a pas forcément tout fait pour rendre ce poste-là attractif et donner envie à McCarthy de rester. Donc c'est vrai que peut-être pourquoi pas, ouais, en effet, aller s'il estime que Caleb Williams il peut en faire quelque chose et qu'il y ait une équipe, pourquoi pas aller à Chicago, ouais. Bon, ceci étant dit, par les temps qui courent, c'est pas moi qui déménagerai du Texas pour aller vivre dans le froid de Chicago, mais chacun ses délires. Hein. C'est vraiment... ce serait un choix. Après, en effet, sportivement... Après, il a vécu à Green Bay, hein, donc... Je pense qu'il a la peau dure et quelques doudounes dans son dressing, donc il pourra gérer. En parlant de ça, tiens, Packers 22, Bears 24. Les Packers pouvaient donc passer tête de série numéro 6, ça se battait avec les Commanders, mais ils ont perdu, alors notamment parce qu'ils perdent Christian Watson, là ça a l'air d'être pour tous les playoffs, voire assez longtemps, puisque ça pourrait être les ligaments croisés, et Jordan Love, ce serait un peu moins grave. Le premier, donc c'est le genou pour Christian Watson, et Love, c'est un bras engourdi après un choc au sol. Alors, j'aime beaucoup ce terme, je sais pas si vous avez vu, les Américains disent qu'il a tapé son funny bone, donc l'os rigolo. Après recherche, en fait, c'est pas du tout un os, c'est le nerf cubital en français. Oui, il y a différentes expressions pour désigner ce nerf-là. Voilà, donc c'est le nerf cubital. C'était un peu la pire soirée possible quand même pour Green Bay, j'ai l'impression, parce qu'ils ont joué les titulaires, mais ils gagnent pas la tête de série, ils ont des blessés, ils perdent Christian Watson. Bon, après, t'es obligé de le jouer, hein, mais là, Raphaël, c'était le scénario du pire pour eux. Ouais, c'était effectivement le scénario du pire où rien n'a vraiment fonctionné juste avant les playoffs. C'est pas toujours
t'aimes pas toujours être dans ce genre de dynamique, surtout quand tu mets les titulaires. T'as encore du coup des questions qui reviennent un peu derrière, qu'on avait déjà évoquées par le passé quand Matt Lafleur avait fait quelques belles campagnes de play-off avec Green Bay. C'est ce côté, ok, quand un match se passe mal, il est bon quand il déroule et qu'il est en avance au score, mais c'est vrai que quand ça se passe mal, que son équipe est menée, on voit rarement les Packers remonter et renverser la table, comme on peut dire. Alors là, l'enjeu n'était pas non plus énorme, donc c'est pas si grave, mais c'est vrai que ouais, ça repose toujours un peu ces questions-là sur Green Bay, sur Matt Lafleur, etc., sur Jordan Love. C'est pas le meilleur moyen d'arriver à Philadelphie. Maintenant, c'est bien, ils arrivent à nouveau avec un gros costume d'underdog, donc ça leur va sans doute très bien. Ouais, ils sont réguliers, 11 victoires, 6 défaites. Après, c'est vrai que c'est pas le shoot de confiance dont on parlait pour d'autres équipes. Lucas, ils sont à 1/3 dans la zone rouge, ils perdent ce match en ayant beaucoup plus de yards, donc il va juste falloir se remobiliser un peu. Oui, les équipes spéciales ne sont pas bonnes non plus. Donc en effet, ils arrivent avec à l'inverse, très peu de confiance. En plus, leur fin de saison est quand même compliquée. J'ai pas exactement, mais je me rappelle ils ont perdu contre les Vikings. C'est une fin de saison compliquée. Il faut aller à Philadelphia. Ils avaient perdu contre eux en première semaine. On se rappelle, c'était au Brésil, c'était un moment, mais on a l'impression que depuis Philadelphie est encore meilleur. Donc ça paraît en effet un match-up, un duel compliqué pour des Packers qui pour le coup avaient fait une bonne saison. Mais là, à mon avis, la route devrait s'arrêter là. Ah, ils sont pas hyper favoris en playoff si tu pars du principe qu'ils ont perdu cette saison contre les Eagles, 2 fois contre les Vikings, 2 fois contre les Lions. Ouais, c'est ce qu'on dit, c'est qu'ils étaient à leur place en tout cas. Les Bears terminent sur une victoire après 10 défaites de suite. Ils cherchent aussi un coach, mais eux, ça fait un moment. Caleb Williams termine sur une bonne note, 21/29 pour 148 yards seulement quand même, et un touchdown, aucune interception. Bon, ça, on l'a dit toute l'année, on va pas épiloguer non plus 10 ans, mais Raphaël, ça a été la saison vraiment montagne russe pour Caleb Williams. On a vu du potentiel par moment. Maintenant, il faut trouver un coach pour encadrer ça, quoi. Oui, on a vu du potentiel et des trucs nettement moins bons, c'est certain. Il faut le coach, il faut sans doute un peu de renfort sur la ligne offensive, parce que le reste me semble à peu près au niveau, et puis il faut que lui travaille et progresse, tout simplement. Enfin, c'est l'axe. Rams 25, Seahawks 30, les Rams pouvaient accrocher la tête de série numéro 3, mais ils ont préféré eux alors être direct, ils ont fait jouer directement les remplaçants, Jimmy Garoppolo en tête, et pourtant ils n'ont pas été loin de gagner. Il a fallu un drive de la victoire mené par Geno Smith à 3 minutes de la fin pour les battre. C'est rassurant pour Jimmy Garoppolo qui s'assure peut-être un boulot de remplaçant quelque part pour la saison prochaine. Après, il n'y a rien à tirer de ce match pour les Rams. Ils préparent les playoffs. Sean McVay, quand il y a des risques de blessure, il ne fait pas jouer. Pour les Seahawks, figurez-vous qu'on jouait pas mal pour le chèque. Je ne sais pas si vous avez vu passer cette info. Geno Smith, il avait un bonus de $2 millions s'il dépassait les 4282 yards sur la saison. Je ne sais pas pourquoi c'est aussi précis. Il les a dépassés, donc il prend 2 millions. Il avait un bonus de 2 millions s'il dépassait les 69,75% de passes complétées sur la saison. Il est passé au-dessus, donc il prend 2 millions. Et si Seattle gagnait 10 matchs cette saison, il avait 2 millions de plus. Donc 3 fois 2 millions, 6 millions le match pour Geno Smith. C'était vraiment son enjeu à lui. Je pense qu'il devait être un peu déter quand il est arrivé. Mais au moins, il y avait un enjeu collectif. Donc voilà, est-ce qu'il y a quelque chose à tirer de ce match pour une des deux équipes, Lucas? Non, très rapidement, c'est bien de savoir pour les Rams que Garoppolo est plutôt compétent si jamais Matt Stafford pendant les playoffs est blessé. On le sait, c'est pas un quarterback tout jeune, donc un peu surprenant qu'ils aient fait l'impasse sur ce match-là parce qu'ils vont recevoir les Vikings, mais bon, en même temps ils les ont déjà battus, donc ils se disent qu'ils sont peut-être sereins. Et puis de l'autre côté, non, là sur ce match-là, pas grand-chose si ce n'est le compte en banque de Geno Smith qui est un peu plus fourni. Maintenant, la question va être pour la suite parce qu'il est agent libre, Geno Smith. Et il y a quelques décisions qu'il va falloir prendre. Ils ont viré leur coordinateur offensif, les Seahawks. Donc sur ce match-là, pas grand-chose, si ce n'est que les Seahawks s'imposent et qu'ils finissent avec le même bilan que les Rams. Donc il faut le dire aussi pour un coach qui vient d'arriver. Ouais, mais après, sur le match, c'est pas significatif pour moi. Elle est en option là, Nate Smith, parce que moi je vois qu'il a un contrat pour 2025. Alors. Je pense que c'est une option. Oui, mon avis, c'est plutôt une option parce que moi, je l'ai vu dans les agents libres comme Sam Darnold et Russell Wilson, je crois. Alors, c'est une option qu'ils vont devoir activer ou pas du côté des Seahawks. Il y a un bonus à $16 millions qu'ils doivent choisir avant mars, si je comprends bien. Donc, c'est potentiellement soit ils retentent le coup sur un an, soit ils le re-signent. Mais voilà, en tout cas, c'est une décision à prendre. Il va falloir prendre cette décision-là. Ah, tu le vois sinon, le quarterback des Raiders? Il est là, le quarterback des Raiders. Ouais, après, je suis pas sûr que ça soit le problème à Seattle, Geno Smith en tout cas.
Ah non, Non, c'est clair. non, je pense pas non plus pour le coup. Et d'ailleurs, Bon, pardon, mais il n'y a pas tant de problèmes que ça. Hein. Première saison de McDonald's, ils font 17. Oui, il y a eu des petits problèmes dans la saison, mais c'est pas nul. Et j'aime bien le côté, en attaque ça n'a pas matché, je vire tout de suite le coordinateur offensif. Malgré une saison positive, je vire le coordinateur offensif pour tout de suite essayer d'améliorer ça. Je trouve au moins il y a une direction claire, tu vois. Parce que tu as des équipes où le coach, la première année, il a un bilan positif, il vire personne et on continue dans les mêmes trucs, quoi. Non, mais surtout c'est vrai que... Oui, vas-y Lucas. Je disais, on dit que les Rams c'est très bien et qu'ils vont en play-off et tout ça, mais quand on regarde, ils finissent avec le même bilan, ces équipes-là. Donc certes, ils ont lâché le dernier match, mais ils finissent avec le même bilan et je crois que c'est à la force du calendrier qui passe. Je sais pas exactement quel est le tie-breaker pour les Rams, mais voilà, c'est vrai que pour une première saison, c'est plutôt très bien pour les Seahawks. Oui, et puis 17, il y a beaucoup d'années où ça te met en play-off normalement en NFC. Hein. Là, ils sont un peu victimes aussi de cette NFC Nord survitaminée de l'année qui passe des équipes dans tous les sens, mais c'est plutôt une saison correcte. Mais je crois que, excuse-moi, Raph me reprenait, je disais, il y a beaucoup de questions, enfin en tout cas de décisions à prendre, parce qu'il y a Geno Smith, parce qu'il y a Tyler Lockett qui est en fin de contrat aussi, parce qu'ils peuvent éventuellement reprolonger DK Metcalf. C'est pas tant qu'il y a eu des problèmes aux Seahawks, c'est qu'on arrive sur une intersaison charnière. On enchaîne avec les matchs où là il y a vraiment de moins en moins de monde sur le terrain. Eagles 20, Giants 13, les remplaçants des Eagles contre, je sais plus si c'est des remplaçants ou des titulaires dans les Giants maintenant au point où on en est, mais voilà, les Giants ont perdu contre Tanner McKee, 27 sur 41, 269 yards, 2 interceptions. La leçon de ce match, c'est ça, c'est la doublure en fait de Jalen Hurts, c'est Tanner McKee plutôt que Kenny Pickett, non? C'est possible. Ouais, c'est possible que ces derniers jours il ait gagné un peu. C'est possible. Après, on va espérer pour Philadelphie ne pas en arriver là parce que ça serait quand même pas la nouvelle de l'année. Mais c'est mystère. Toujours dans le protocole commotion de Jalen Hurts, ça traîne. Moi, je commence à m'inquiéter pour les playoffs. Franchement, on est mardi au moment où on enregistre, on n'a aucune nouvelle. Faut qu'il fasse quoi c'est 2 entraînements complets avant de jouer, non? Je sais plus si c'est vraiment conditionné sur des entraînements complets, mais en tout cas à minima faut qu'il valide tous les tests et ça fait plus de 2 semaines. Je crois qu'il y a au moins un entraînement complet obligatoire avant de jouer. Hein. Il me semble. Donc ça commence à se resserrer. Priorité des Giants pour l'intersaison, Lucas, à part, il y a Malik Nabers, c'est tout le reste, non? C'est la priorité? Ouais, le quarterback, trouver un quarterback parce que Malik Nabers il est très bon, mais personne lui lance le ballon. Enfin, c'est pas Drew Lock la solution, donc c'est un quarterback. Ils ont le 3e choix de la draft, je l'ai dit. Il y a potentiel de quarterback, il y a Travis Hunter, mais qui pourra pas lancer le ballon à Malik Nabers. Donc ouais, ça va être le quarterback la solution. Enfin, on va dire ce qu'il faut aller chercher. Raph, une priorité pour les Giants? Oui, le quarterback, ouais. Très bien. Patriots 23, Bills 16. Les Bills qui ont fait jouer leurs remplaçants et les Patriots aussi. J'avoue que j'étais un peu étonné qu'on donne pas du temps de jeu à Drake May parce que ça fait un moment qu'il joue plus rien de toute façon. On a fait jouer donc Joe Milton. Alors après ça a été une très belle surprise, 22 sur 29, 241 yards, un touchdown, des belles actions au sol notamment. C'est une des belles surprises de la semaine. Choix du 6e tour de la draft 2024 pour rappeler. Lucas, est-ce que c'est un backup intéressant à qui ils ont donné du rodage ou alors c'est le classique Patriots, on a montré un quarterback remplaçant décent, on va le fourguer pour un 2e ou un 3e tour à quelqu'un? Bah ça serait bien dans le sens où apparemment Drake May, enfin pas apparemment mais Drake May est le quarterback du futur de ce qu'on a vu, donc c'est vrai qu'on n'a pas forcément besoin d'un énorme quarterback remplaçant. Après on l'a vu que sur un match face aux remplaçants des Bills, même si Josh Allen était titulaire, tu l'as pas noté mais Josh Allen était titulaire quand même. Ah oui, il est pas dans les stats, c'est vrai qu'il a pris un snap, c'est ridicule mais on va pas revenir là-dessus. Pour regarder sa série de titularisation active. Donc ils ont fait jouer les remplaçants parce qu'il fallait pas forcément gagner pour les Patriots, ils ont gagné quand même. Moi c'est tout ce que je retiens, c'est qu'ils avaient le premier choix de la draft en commençant le match, ils ont le 4e en le finissant, donc c'est un peu dommageable pour les supporters, je dirais. Bon, en tout cas, il y a beaucoup de choix. C'est quoi si t'avais eu le premier choix que tu pouvais prendre le meilleur joueur disponible avec les Patriots, t'aurais pris quoi du coup? Parce que là, il y a beaucoup de trous. Ouais, mais apparemment Travis Hunter est un joueur générationnel de ce qu'on nous dit. Il peut jouer à 2 postes. Ça peut être le receveur, même si apparemment il est meilleur cornerback, mais ça peut être le receveur que les Patriots attendent, parce qu'on se rappelle que cette année, je vais re-regarder et je vais dire ça, c'est pas trop dans le sujet, mais les Patriots ont trade down pour aller prendre Jalin Polk cette année et laisser les Chargers prendre Ladd McConkey. Je vous rappelle ce qui s'est passé quand même. Donc un receveur, ça serait pas mal. Après, avec le 4e choix, ils peuvent très bien prendre un joueur de ligne offensive aussi, et ça ferait pas de mal à cette ligne offensive qui subit beaucoup de blessures en plus. C'est là que tu vois que Bill Belichick est parti, parce que le fait qu'il laisse passer un petit receveur blanc de possession,
Alors, c'est pas dans les habitudes. Tu vois, maison, t'as la lignée des Wes Welker, Chris Hogan, Julian Edelman, etc. Là, de McConkie, il était pour eux. Hein. Normalement, s'il y avait Belichick, personne ne le prenait. Hein. C'était pour Bibi. Bon, en tout cas, on le disait. Oui, alors du coup, Josh Allen. Allez, petit avis polémique. Tiens, rentrons dans les polémiques. Josh Allen qui joue un snap juste pour garder sa série de titularisation intacte. C'est un peu ridicule, non quand même. Moi, je pense que à partir du moment où il est pas blessé, parce que c'est ça en fait, la série de titularisation, ça montre un joueur qui ne se blesse pas et qui est toujours là. Là, c'est pas de son fait s'il joue pas en fait, parce que c'est que donc autant le laisser continuer cette série. Moi, ça m'a pas dérangé. Au contraire, je trouve que c'est un bon. Après, c'est pareil. Hein, ils ont fait taper un punter pour qu'il prenne sa prime au lieu de tenter un field goal. Les Bills, ils ont fait jouer un punter parce que s'ils le mettaient dans les 20 yards des Patriots, ils prenaient une prime. Donc, je pense que même les Bills ne voulaient même pas que les Patriots c'est le premier choix, je pense. Oui, c'est la dernière seconde, c'est la dernière semaine en fait. Là, ils étaient en vacances un peu quoi. C'était le goûter que tu fais à l'école pour la dernière semaine. Colts 26, Jaguars 23. Victoire en prolongation pour Joe Flacco et Jonathan Taylor. Ils ont joué sur leur force, le jeu au sol. Hein, ils ont bourriné dans tous les sens. Le coach, le GM sont reconduits. On l'a dit. Bon. Il y a quoi à dire sur les Colts d'ailleurs, parce qu'ils jouaient pas avec leur quarterback du futur, mais on sait pas vraiment si c'est le quarterback du futur. Et en fait, quand ils jouent sur leur force qui est le jeu au sol, ça a l'air d'aller mieux en fait. Oui, Raphaël. Oui, bah le sol est vraiment l'identité offensive de cette équipe et il faut s'attacher à ça. Après, les Colts, le problème c'est qu'ils sont pas beaucoup plus avancés que l'an dernier. La fin de saison dernière, on se disait il faudra voir la deuxième année d'Anthony Richardson pour se faire une idée. La deuxième année, là, elle a été un peu tronquée par quelques blessures. De toute façon, là, ils sont trop bien placés. Ils sont trop mal placés peut-être pour prendre un quarterback à la free agency. Il y a pas, Lucas le disait, il n'y a pas full. Donc, il faut bien repartir avec Anthony Richardson, lui redonner une troisième année. Est-ce que je sais pas trop où ils en sont honnêtement. C'est compliqué. Tu vois la direction, Lucas, toi? Non, je voulais juste dire, et c'est peut-être la seule chose que je dirais sur ce match-là, mais ça m'étonne pas que Raph dise que les Colts, il faut absolument qu'ils continuent avec le sol. Ça lui a permis de gagner une Fantasy League, donc avec Jonathan Taylor. Donc voilà. Après non, c'est vrai que la direction elle est un peu surprenante, et je trouve que Shane Steichen profite bien du fait que Anthony Richardson est arrivé en même temps que lui et n'est pas forcément le quarterback du futur, mais en même temps il n'est pas assez mauvais pour qu'on vire le coach, parce que je trouve qu'il a quand même une latitude que certains coachs n'ont pas. Oui, ça par contre c'est le bon plan. Quand t'as un mauvais quarterback qui est arrivé en même temps que toi quand t'es coach, ça te fait une sorte de soupape, ça te fait gagner un an. Ça te sauve pas ton job, mais ça peut te faire gagner un an de temps en temps. Les Jaguars ont Brian Thomas, c'est déjà ça. Pour le reste, on en a parlé tout à l'heure. Ouais, c'est déjà pas mal, Brian Thomas. C'est pas mal, hein, cette réception 103 yards encore, il enchaîne les bons matchs. Non, bah on l'a dit tout à l'heure, maintenant c'est le coach. Et d'ailleurs, ce qui me permet de placer Cliff Kingsbury, qu'on n'a pas cité, messieurs, mais qui peut être parmi des coachs offensifs. Ouais, je vois Raph pas être. Bon. Tu le vois pas avec Caleb Williams ou avec Trevor Lawrence, Cliff Kingsbury, avec ce qu'il a fait avec Jaden Daniels? Pour le coup, hein, c'est qu'un avis perso, mais ce qu'il a fait aux Cardinals me laisse penser qu'il a pas ce qu'il faut pour être head coach. Mais c'est que mon avis. Je suis pas chaud non plus sur Cliff Kingsbury. Je lui laisserai quelques années là aux Commanders pour se refaire un peu et voir. Mais pas fan non plus. Cardinals 47 justement et 49ers 24. Les 49ers qui étaient décimés, ils ont quand même un peu couru mais ils ont perdu 3 ballons. C'était Joshua Dobbs, le quarterback, on rappelle. Les Cardinals qui finissent par un gros match offensif. Kyler Murray 242 yards, 4 touchdowns à la passe. Trey McBride un touchdown sur cette réception. Ils ont marqué 4 touchdowns en deuxième mi-temps pour se détacher. Il y a un beau duo Murray-McBride là sur ce match. Bon, les 49ers, on va peut-être pas épiloguer, c'est la santé, ils avaient plus personne. Je pense que là, c'est à peu près fixé. Mais pour les Cardinals, on est toujours dans une équipe très frustrante, j'ai l'impression, Lucas. On a vu ce qu'on a vu toute la saison, en fait. Ouais, et puis je vais peut-être dire uniquement ça sur le match aussi, mais il y a en effet un beau duo et c'est pas grave qui contredira puisque Trey McBride l'a aussi fait gagner sa Fantasy League. Je me demandais pourquoi tu souriais quand j'en parlais. Je souriais pour ça parce que j'en fais encore des cauchemars, je vais pas mentir. Maintenant, oui. C'était contre toi, c'est en pour plus, ça, d'accord. En plus, forcément, non. Voilà, je rigole un petit peu, mais c'est vrai que ces matchs-là, honnêtement, d'ailleurs, je n'ai vu que des highlights pour être totalement honnête avec vous. Et il y a un beau duo. Maintenant, il y a toujours une équipe qui est très irrégulière et qui malheureusement montre de très belles choses comme des choses beaucoup moins bien, à l'image de Kyler Murray, à l'image de Marvin Harrison qu'ils ont choisi très haut lors de la dernière draft et qui pareil est très irrégulier. Donc j'ai du mal à imaginer comment régler ça, mais pourtant il faudra le régler s'ils veulent aller plus haut.
Mais attends, vous avez pas fait vos finales de fantasy en semaine 18? Non, c'était il y a 2 semaines, mais je l'ai pas vu depuis. Mais j'en fais encore des cauchemars, hein, tu sais. Et j'en fais des D'accord, cauchemars. oui, il y a un vrai trauma, quoi. Il y a un vrai trauma. Quand t'entends leur nom, ça te gratte, quoi. Il y a un truc. Raphaël, bon, même Cardinals que toute la saison, l'année prochaine, ils cherchent quoi, la constance? Oui, enfin trouver cette constance, cette capacité à gagner quelques gros matchs clés face à certains adversaires. Ça va vraiment tourner autour de Kyler Murray, cette question maintenant. Enfin, il faut continuer à accumuler du talent autour, et je pense notamment en défense, parce que la défense pour le coup manque de talent. Ça me paraît clair et net qu'elle manque de talent intrinsèque, cette défense, et donc faut renforcer la défense. Mais malgré tout, à un moment ou un autre, on va repasser par comment Kyler Murray arrive dans les grands matchs à porter cette équipe, quoi. Ou pas. À voir, mais... Ouais, on en a déjà un peu parlé cette année, mais je suis pas tout à fait convaincu que cela peut arriver. En tout cas, c'est comme ça qu'on termine, et c'est les vacances donc pour 18 équipes NFL. Désormais, il n'en reste plus que 14 et on file en playoff. C'est comme ça qu'on termine l'épisode 842 du podcast Touchdown Actu. Dès demain, évidemment, la preview des playoffs avec Raoul Villeroy et Victor Roulier. On vous remercie de nous écouter. On vous remercie aussi si vous nous soutenez sur Tipeee. Je vais faire un petit peu la liste des types de décembre. On a eu d'eau chaude Watson, Thomas et je voudrais remonter à décembre pour pas oublier personne. Excusez-moi, je prends une petite seconde. Voilà, ça mouline. Rookie, JL, Pierre, Guillaume, Arnaud, Jean-Jacques, Frédéric Blaovic, Alicia, Juju Stiller, Dax, Francis D, Sparrow 75 LT, 43 Nina, Nathanaël, Antoine, Michael, Champio, Tom, Julien Brossillo, Riric le Géant, Gégène 37, Romanitou 62, Johan et Genati. Voilà pour les tipeurs de décembre. Merci à vous, évidemment, comme d'habitude. On prépare une petite surprise sur Tipeee. Normalement, ça ne devrait pas tarder à arriver. Merci beaucoup, Raphaël. Merci beaucoup, Lucas. Plaisir. Merci à tous. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. On vous rappelle, tiens d'ailleurs, je vois Raphaël, ça me fait penser que je serai enfermé dans une cabine avec lui pendant toute la nuit de samedi à dimanche. Une cabine où il fera très chaud d'ailleurs, mais pas à cause de nous, parce que apparemment la clim est cassée. Vous faites quel match, ce sera pour le match Ravens Steelers, c'est dans l'autre sens. Lucas, tu as dit quelque chose? Non, c'était là, je vous demandais quel match vous faisiez, que vous allez faire. Et ben voilà. Ravens Steelers, 2h du matin, dans la nuit de samedi à dimanche, ce sera donc sur W9. Toute l'actu de la NFL, vous avez l'habitude, c'est sur tdactu.com et vous avez dessus tous les liens vers les réseaux sociaux. Merci encore à tous, merci encore Raphaël, merci encore Lucas, et à bientôt. Ciao, ciao. Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Rocklash Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.